suis votre assistant, appelez-moi neuro-imprégnactif, parlez-moi d'androïde. Le thème des androïdes, il remonte à l'Antiquité avec le dieu Héphaïstos qui fabriquait des automates féminins en or. Et puis, donc c'est un thème qui est vieux comme le monde. Et dès le XVIIIe siècle, on avait des automates. Ça a été une grande mode des automates. Donc l'homme a toujours cherché à fabriquer un autre lui-même mécanique. Et donc c'est tout naturellement qu'il a imaginé le robot au XIXe siècle, où on en trouvait déjà dans des salles d'exposition. Et puis au XXe siècle, les fameux robots dont on voit la meilleure illustration dans le Roby de Planète Interdite, évidemment dans les années 50. Le premier androïde, on le trouve dans la pièce de Karel Čapek, qui s'appelait RUR, et qui met en scène un androïde, mais qu'il appelle robot. Et donc l'origine du mot robot, ça vient de cette époque-là. C'était donc des robots qui avaient des formes humaines. C'était des ouvriers mécaniques qui assemblaient des choses. C'est pas comme les robots modernes qu'on voit au Japon, par exemple. Ces robots qui prennent des pièces dans tout leur environnement pour les assembler pour en faire des voitures. Non, pas du tout. C'est des vraies copies d'êtres humains. Et c'est comme ça qu'ils sont traités dans la pièce. Et ce qui soulève le problème de la liberté de l'ouvrier à l'époque. Votre assistant neuro-imprégnactif n'a pas reçu les autorisations nécessaires pour traiter la notion de liberté. Parce que maintenant, on fait des robots, évidemment, qui ne sont pas humanoïdes, et on fait aussi des robots humanoïdes. Encore une fois, au Japon, il y a beaucoup de robots qui sont bipèdes, qui marchent sur deux pattes, sur deux jambes. Par exemple, le robot Asimo. Et il y a aussi ce robot de la NASA. C'est un robot qui est fait pour aider les astronautes en impesanteur. Alors, c'est un robot tronc. Il a que le tronc, il a les bras, il a la tête, et puis c'est tout. Il est en apesanteur, il flotte dans la capsule, et il va être là, il est censé être là pour aider les astronautes dans leurs tâches. Par exemple, de montage, de passer des objets, bref, d'action dans la capsule. Alors c'est vrai que les robots d'aujourd'hui, ce ne sont pas des individus, comme dès les années 50, on a des robots humanoïdes qui ne sont des grosses boîtes de conserve, mais qui ont déjà des pensées humaines, qui ont déjà des aspirations à être humains. Et l'androïde type, c'est Data dans la série Star Trek Next Generation. Lui, il est plus qu'humanoïde, il est plus qu'humanoïde. Il a une forme humaine et en plus il a une peau humaine, il a des yeux. C'est un authentique androïde, tout à fait. Et la quête de ce personnage dans Star Trek, ça va être d'être reconnu comme humain et de poursuivre la quête de l'humanité. La population de robots non humanoïdes se trouve au Japon. Je crois aussi que du point de vue des robots humanoïdes, les Japonais sont très largement en avance sur l'Occident. Oui, d'ailleurs, ils ont créé toute une science-fiction basée sur les robots et les cyborgs, comme par exemple Ghost in the Shell. Et il y a bien sûr ce robot Asimo, un robot qui est assez petit, qui fait 1m60, qui ressemble un peu à un homme préhistorique du point de sa taille, qui marche sur ses deux pattes. Alors il avance tout gentiment sur deux pattes, il monte des escaliers, enfin il est extrêmement performant du point de vue de sa performance de déplacement. Enfin ça reste même un être programmable, hein, donc c'est pas un robot comme ceux d'Asimov par exemple, qui ont les 3 doigts de la robotique pour les guider. Voilà, et les canaliser surtout. Parce que à l'époque, dans les années 50, la tendance des robots à se révolter était quand même très grande. Donc pour éviter que l'humanité soit exterminée par ces robots, il fallait bien leur donner un code moral, des guides. Voilà, une sorte de code moral. Votre assistant à mémoire neuro-imprégnactif procède actuellement à une mise à jour des paramètres de son code moral.